Alors, trouvons un dernier sujet de conversation, bien que déjà on a pas mal travaillé, hein. Je vous en remercie. Alors, donc, quels sont les sujets qui fâchent, mon cher Dominique, à part ceux qu'on a déjà abordés? Euh, alors, par exemple, moi j'ai fait une critique de Gauquelin récemment. Mhm. J'ai dit que quelque part ça me gênait ces travaux récemment. Pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'il faille avoir trois planètes. Et d'ailleurs, il a plus de travail, puisque dans ses travaux ultérieurs, apparemment, Oui, il non, prend en ah non, compte mais en plus, alors la Lune et déjà, non, Vénus. mais déjà trois planètes. Parce qu'en 55, il ne parlait que ces trois planètes. Mhm. Euh, je pense que, je ne sais pas, quelque chose qui me gêne dans ces travaux, parce que vous l'avez dit vous-même, moi je travaille sur Jupiter. Donc ça ne m'intéresse pas qu'il y ait en plus Saturne, Mars, etc. Bon. Donc déjà, je suis en porte-à-faux avec Vauquelin. Sauf quand vous dites qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir pris les gens connus, etc. Mhm. Mais vous comprendrez pourquoi je suis en désaccord. On en a parlé tout à l'heure. Parce que pour moi, le leader, c'est un personnage complexe, qui fonctionne sur des registres très différents. Oui. Donc quelque part, quand je dis le leader s'occuper de choses matérielles à certains moments, de travaux, de recherches, de choses anciennes, il est saturnien. Mhm. Et quand je dis qu'il doit être dans le présent, qu'il doit être actif, etc., il est martien. D'accord. Non, mais c'est pour vous dire que ces trois personnages n'en font qu'un en réalité. Mhm. Dans une perspective cyclique, dans l'astrologie cyclique, on peut très bien consigner ces trois personnages en un seul. Et ça, c'est l'erreur de Gauquelin. Il n'y a pas besoin d'avoir trois personnages. De la même façon que on sait très bien que la même planète va changer de nature quand elle passera d'un signe à l'autre. Je ne parle pas de ma position à moi, mais c'est tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. Donc ça montre bien qu'on n'a pas une vision étriquée et étroite de la signification des choses. Donc, j'ai décidé de ne pas tomber dans le piège de Gauquelin et de considérer que ces statistiques étaient finalement assez douteuses en vérité, parce qu'il y a déjà un malentendu, un contresens de départ au niveau anthropologique. De croire que l'individu doit être soit martien, soit jupitérien, soit saturnien, c'est une vision statique, spatiale, alors que d'un point de vue cyclique, tout ça s'enchaîne. Il n'y a donc pas besoin d'avoir trois planètes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je sais pas, moi je trouve que c'est très influencé par votre théorie de base. Vous prenez le facteur Jupiter-Soleil, quoi. Non, non, mais attendez, ma théorie, attendez, excusez-moi, bon, je ne parle pas de ça. Je dis simplement que on est d'accord sur le fait que la cyclicité crée de la diversité psychologique, Oui. crée des comportements qui vont varier psychologiquement. Et par conséquent, on n'a pas besoin d'inventer chaque fois une planète pour dire ça. Qu'on puisse dire à la limite que quelqu'un va passer par une phase martienne ou Jupiter saturnien, ça ne me gêne pas. Mhm. On peut très bien dire la phase de quadrature est une phase de martienne et la phase de conjonction une phase saturnienne. Oui. C'est tout. Ça ne va pas correspondre à des planètes différentes. Simplement des. Alors, ça pose d'ailleurs des problèmes intéressants. Puisque, par exemple, quand vous lisez Manilius, qui est antérieur à Ptolémée, Mhm. vous savez que Manilius met dans les. Qui a une théorie aussi des domiciles à lui. Vous l'avez lu, le Manilius? Non, je l'ai pas. Si vous l'avez d'ailleurs. Oui, je l'ai. Merci. Il propose, pour les signes zodiacaux, des dieux qui ne sont pas les planètes. Ce qui veut dire Mhm. que lorsqu'on emploie le mot Jupiter ou Saturne, ça ne renvoie pas forcément aux planètes. Ça peut renvoyer aux dieux. Et l'idée, c'est de dire, puisqu'on parle des dieux, on parle des planètes. Alors que lui, il l'utilisait pour les signes zodiacaux. Et en plus, il utilisait des noms de dieux qui n'existaient pas sur le plan planétaire. Parce que pour lui, c'était des dieux. Donc la grande question, c'est de savoir, est-ce que quand on utilise les noms des dieux, ça veut dire qu'on parle des planètes? Mhm. Non. On se sert des planètes pour décrire, par exemple, si je dis que, je prends par exemple, imaginons le soleil qui traverse les 12 signes, et chaque signe est associé à un dieu. Oui.
C'est une façon de, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une planète spécialement pour ça. C'est simplement que le climat propre à ce signe, c'est ce Dieu. Là aussi, il y a un problème. Il faut déconnecter astronomie et mythologie. Alors aujourd'hui, c'est plus difficile, puisque maintenant, tous les dieux ont trouvé des noms de planètes. Mais encore jusqu'au XVIIIe siècle, ce n'était pas le cas. Mais c'était pas votre théorie que la mythologie est inspirée de l'astrologie? Oui, justement, la mythologie est inspirée de l'astrologie, et la mythologie dit que Saturne dévore ses enfants. Oui. Et donc, par conséquent, il y a un certain nombre d'enfants qu'il dévore, et donc il enlève du système. Pourquoi il dévore Neptune et Pluton? Parce que Neptune et Pluton n'ont pas été associés à des planètes. D'accord. Ou Cérès aussi. Voilà. Et on les a mis après. Donc, effectivement, c'est ça. La mythologie, effectivement, pour des raisons complexes, semble avoir été marquée par, effectivement, ça. De même que le fait de dire que Jupiter est le dieu de l'Olympe, c'est une façon de dire que c'est Jupiter qui est la planète centrale. Donc, il y a un dialogue entre astronomie et mythologie, mais néanmoins, pas à ce point-là. Effectivement, on n'a pas à... quand j'utilise Neptune ou Pluton dans le système mythologique, je ne renvoie pas à des planètes, évidemment que non. Et d'ailleurs, c'est assez dommage, parce que par exemple, la dialectique entre Pluton et Cérès est très importante au niveau mythologique. Oui. C'est un débat très connu. Cérès qui correspond à la nature, à ce qui est à l'extérieur, et Pluton, voilà. Eh bien, les astrologues se sont privés de tout ça, puisqu'il n'y avait ni la planète Cérès, ni la planète Pluton. Donc ça montre bien que c'est un système qui ne valait que pour les astronomes. Alors là, on retombe dans ce que j'appelle le métalangage astronomique. Les astronomes ont fait leur choix, et les astrologues se sont alignés sur ce choix. Et donc ils se sont privés de certaines planètes, de certains dieux qui n'avaient pas été utilisés par les astronomes, et qui étaient essentiels pour comprendre la cyclicité du système, la cyclicité saisonnière. Donc Manilius est effectivement une lecture extrêmement importante, mon cher Clocher. Très importante, parce que justement, elle remet en question la théorie des domiciles, elle ne le remet pas en question, mais de facto, elle remet en question la théorie des domiciles de Ptolémée, et elle montre bien qu'à l'époque, un siècle avant Ptolémée, on voyait les choses autrement. Enfin, je ne veux pas généraliser là-dessus, mais je veux dire que, de toute façon, il y a beaucoup de travaux là-dessus qui ont été faits sur Manilius. Et on ne peut pas parler des domiciles des planètes sans connaître Manilius, c'est pas possible. Je comprends quand même toujours pas pourquoi vous voulez séparer astrologie et astronomie. Alors, ce que j'ai vu justement des choses de Brett Morel, que l'astrologie telle qu'on la connaît, elle est apparue à partir du moment où on a compris qu'on pouvait prédire le mouvement des astres. Qu'il y avait une cyclicité en fait. Mais ce n'est pas une raison pour en arriver à ce genre de conclusion. Vous mettez la charrue avant les bœufs. Que l'astrologie, d'abord, premièrement, vous posez des questions complexes, mais que l'astrologie puisse utiliser un sculpte. Vous savez, le chercheur, c'est le problème des sources. C'est pas parce que j'utilise un élément d'une source que j'utilise la totalité de la source. Oui, il faut voir tout. Non. 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 Toutes les sources, si. Non. Il faut pouvoir les comparer entre elles pour savoir ce qui semble le plus vraisemblable. Non. Un auteur peut utiliser un élément d'une source, il n'a pas forcément obligé d'utiliser tout ce qui est dans la source. Oui. Non, mais écoutez, moi je suis historien des textes, je n'ai pas de leçon à recevoir à ce niveau-là. On peut très bien dire, voilà, monsieur Intel a emprunté un facteur là, on va dire, ah, mais s'il a emprunté ce facteur-là, il a tout emprunté. Non, il a emprunté ce facteur-là. Point final. Il a emprunté ce facteur-là, mais en tant qu'historien, vous êtes censé quand même lire plusieurs sources sur un même sujet pour savoir qu'est-ce qui vous semble le plus vraisemblable. Peu importe, mais c'est entendu. Écoutez, ne me donnez pas de cours d'histoire de l'astrologie ou d'histoire des textes en général. Hein. Bon, alors c'est ce côté-là, vous ne savez pas à qui vous parlez. Donc, je vous dis, le piège dans lequel la plupart des historiens peuvent tomber, c'est exactement ça. Ils ont vu quand on avait emprunté un facteur à un texte donné, ils croient que tout le texte a été emprunté. Or, c'est généralement pas le cas. Alors, le problème des emprunts, alors c'est un sujet piège absolument, vous comprenez? Par exemple, on va dire, pourquoi est-ce qu'on emprunte? Pourquoi est-ce qu'on emprunte déjà?
Pourquoi est-ce que la Bible emprunte certaines choses, soi-disant, à Babylone, etc. Mhm. Bon. Mais les vraies raisons ne sont pas celles qu'on croit. Bon, moi j'ai travaillé sur les protocoles. Pour les plagiats, les emprunts, c'est généralement pour fabriquer des contrefaçons. On dit voilà, j'ai envie de fabriquer ceci, allez, je prends ceci, je prends cela, etc. Bon. C'est courant, ça a toujours été fait. Un cas classique, c'est les protocoles des sages de Sion. On récupère un texte de l'époque de Napoléon III et qu'on le trafique, et puis on. Bon. C'est pas une raison pour dire que le texte d'origine était. Le texte d'origine n'a pas eu une influence sur cela. C'est eux qui ont récupéré le texte d'origine. Donc c'est exactement l'inverse. C'est lui qui, c'est le récepteur qui récupère l'émetteur et non pas l'émetteur qui agit sur le récepteur. Vaste débat. Donc effectivement, le fait de dire oui, l'astrologie utilise des facteurs planétaires, pourquoi pas tout. On vient d'en discuter. L'astrologie, ces facteurs planétaires, surtout quand on parle de, ils correspondent à des états successifs de la psyché. Toute personne, tout leader passe par ces états successifs. Et même la seule planète elle-même, passant par des phases, va générer ces états successifs. C'est ce qu'on appelle le principe d'Occam. Le réseau d'Occam ? Oui. C'est-à-dire, le réseau d'Occam, c'est il vaut mieux expliquer simplement les choses que de manière compliquée. Moins vous utilisez de facteurs, mieux ça vaut. C'est ça le réseau d'Occam. Renseignez-vous. La démarche occamienne, c'est ça. Vous êtes totalement anti-occamien. Bon, donc moi je suis occamien, donc moi je vois un facteur, et je dis, ce facteur, effectivement, il va varier. Et si on a envie de caractériser ces différentes phases, en utilisant des noms de Dieu, pourquoi pas? Mais que ces noms de Dieu, on ne dise pas que ce sont des planètes. Ce sont des noms de Dieu. Tout simplement. Et d'ailleurs, un autre problème qu'on peut poser en terminant, c'est que, c'est d'ailleurs une question que j'aimerais vous poser, c'est tout le problème de l'importance du zodiaque lui-même. Est-ce que vous accordez l'importance au symbolisme zodiacal? Je me pose la question, parce que le zodiaque, finalement, il a énormément de fonctions. En tout cas, dans l'astrologie admise la plus communément, il a à la fois une fonction donc, de repérage, il a une fonction psychologique, il a une fonction de maîtrise par une planète, d'association à une planète. Là, pour le coup, je suis dans votre type de questionnement de savoir est-ce qu'il faut accepter la complexité d'un signe du zodiaque en disant qu'il a une fonction par lui-même psychologique plus une fonction par maîtrise, ou est-ce que seule la fonction par maîtrise est à prendre en compte? C'est pas comme ça que vous posez le problème. Vous pouvez aussi parler des éléments. Hein. Bon, voilà. Alors, en réalité, c'est le contraire. Par exemple, Barbeau, on parle tout à l'heure de Barbeau. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas intéressé au zodiaque en astrologie mondiale, à votre avis? Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas eu de. Non. Parce que c'est un courant très ancien de l'astrologie. Par exemple, vous utilisez les 4 éléments, vous ne tenez plus compte du zodiaque, de la symbolique zodiacale. Parce que vous dites Bélier, Lion et Sagittaire, c'est le même système. L'astrologie et les cardinaux, c'est pareil. Et même les domiciles des planètes, c'est pareil. C'est une façon d'évacuer le zodiaque. Pas d'évacuer sur le plan astronomique, évidemment, mais d'évacuer sa symbolique. Oui. L'astrologie se fout complètement de la symbolique zodiacale, et par les éléments, et par les signes cardinaux, et par les domiciles. A priori, j'ai pas trop de problèmes. Je peux non, mais elle n'en veut pas. Elle n'en a rien à foutre de cette symbolique zodiacale. Oui, c'est possible. Bon, donc finalement, voilà. Donc, voilà. Donc ça montre bien que il y a des choses qu'on traîne comme ça. Vous avez présenté les choses exactement à l'inverse. Non, c'est pas le signe zodiacal qui est comme ceci, comme cela. C'est qu'on a remplacé par des systèmes de triplicité, quadruplicité, domicile, toute la référentielle zodiacale proprement dit. Et ça, d'ailleurs, c'est pas l'astronomie, ça. N'oublions pas que tout ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est pas l'astronomie. Et c'est en cela que l'astrologie se démarque de l'astronomie. Les astronomes, eux, ils s'intéressent au zodiaque, mais pas les astrologues. Les astronomes, ils en parlent parce que ça fait partie de leur système, ça fait partie de leur métalangage. Mais justement, quand on parle de domicile, on n'est plus dans l'astronomie du tout. Oui, ça c'est sûr. Bon. Donc vous voyez bien à quel point l'astrologie, depuis très longtemps, se distingue de l'astronomie. Contrairement à ce que vous voulez croire.
Après, je pense qu'il y a une autre fonction. Si on considère que les signes zodiacaux n'ont pas d'interprétation en fonction de leur symbolisme, moi j'y mettrais l'hypothèse que le symbolisme des signes zodiacaux est une sorte de storytelling, de mythe qu'il y a autour de l'astrologie qui permet de mieux la faire perdurer à travers les âges. Non, c'est un métalangage. C'est-à-dire qu'on se sert de ces symboles pour désigner des lieux, des secteurs. Oui. Point final. Oui, C'est oui. toujours la même chose. Vous dites toujours, puisque vous faites ça, vous devez faire ça en plus. Non, on prend ça Vous avez uniquement pas compris pour. ce que j'ai dit. On prend simplement ce référentiel saisonnier pour que ça serve à quelque chose. Et c'est les astronomes qui font ça, c'est pas les astrologues. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, je crois. Ce que je disais, c'est que si le symbolisme zodiacal n'a aucun effet, alors il doit être malgré tout conservé pour permettre à l'astrologie de perdurer à travers les âges. Pas l'astrologie, c'est la. Attendez. D'abord, moi j'avais compris ça, mais je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Cette formule-là me paraît abscon. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Perpétuer à travers les âges. Parce que les mythes sont toujours plus faciles. Mais l'astrologie n'a pas besoin du symbolisme zodiacal pour se perpétuer à travers les âges. C'est un document qui est véhiculé par les astronomes. Les astronomes, ils se servent de ça. Et cela dit, entre parenthèses, est-ce que vous savez quelle est l'origine du zodiaque? Comment le zodiaque s'est constitué? Non, je suis intéressé. Bon, voilà. Eh bien, il s'est constitué sur deux bases différentes. C'est un mélange entre deux critères différents. Le tétramorphe, c'est-à-dire les quatre signes fixes, qu'on retrouve dans le tarot, dans la Bible, etc. Lion, taureau, aigle, homme, auquel on a rajouté 8 facteurs empruntés au symbolisme, à l'iconographie des saisons. D'accord. Voilà. Ça personne ne dit ça. Hein. Vous avez des ouvrages qui en parlent? Non, c'est moi. Écoutez, la plupart des choses que je vous dis, c'est moi qui le dis, hein, que ce soit clair et net. D'accord. Pas besoin de référence, pas besoin que quelqu'un me dise ce que j'ai à dire, etc. Voilà, moi je fais référence. Donc, d'ailleurs c'est facile à vérifier de toute façon. Bon. Donc, voilà, donc finalement, c'est un système. C'est pas ça, tout à l'heure vous parliez des maisons, c'est le passage du 8 au 12, ou du 4 au 12. Voilà. Alors, on prend un système à 4 facteurs, on veut le relier aux 6 zodiacaux, aux 12 signes zodiacaux. On dit qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben on va prendre un peu d'iconographie des saisons qu'on trouve dans les livres d'heures, et on va rajouter ça pour que ça fasse 12. Il faut bien comprendre, mon cher Dominique, c'est que tout ça, c'est de la cuisine. Hein, c'est la cuisine. On prend ceci, on prend cela pour remplir. C'est du remplissage. Tout simplement, il faut noter, par exemple, la rue de la Providence, elle s'appelle la rue de la Providence, on aurait pu l'appeler autrement. Peut-être que demain on l'appellera la rue Albronne, je ne sais pas, la question n'est pas là. Non, je veux dire que ce n'est pas le problème. Les noms qu'on donne, par exemple, si on vous a appelé Dominique, on aurait pu vous appeler aussi François. Parce qu'il y a souvent dans une famille, quand il y a deux frères, il y en a un qui s'appelle François, l'autre qui s'appelle Dominique. Ça rapport avec Saint François et Saint Dominique. Et donc, les franciscains et les dominicains. Donc, voilà, c'est des noms qu'on a donnés comme ça, pour distinguer dans une fratrie les uns et les autres. Bon. Et parfois on s'amuse avec les prénoms, comme on a dit tout à l'heure. On ne rentre pas dans le détail. Mais c'est tout. Il ne faut pas avoir une vision, il ne faut pas arriver avec ses gros sabots en disant « Ah oui, alors si c'est comme ça, tout est comme ça ». Non, c'est simplement des utilisations qu'on a données. Voilà. Il ne faut pas en tirer les conséquences. Ah oui, je regardais dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'on dit sur Dominique? Ah bon, ah oui, Dominique, ils sont comme ceci, comme cela. Oui, d'accord. C'est pas très intéressant. Même si on peut croire qu'il y a parfois on est peut-être guidé, peut-être que parfois il y a des prénoms qui sont providentiels, qui est d'ailleurs un problème biblique intéressant, sur lequel on pourrait discuter, mais enfin, je ne vais pas discuter là-dessus, mais pourquoi on donne tel prénom? Alors la question est de savoir dans la Bible si le prénom on le donne à la naissance ou on le donne après, si le prénom n'est pas un surnom. Hein? Par exemple, on dit Jésus, il s'appelle Jésus à la naissance, on peut penser qu'au contraire, il a été appelé Jésus après coup, par rapport à ce qu'il avait fait. On pourrait vous donner des tas d'exemples, enfin, je ne veux pas sortir du sujet, mais je veux dire que dans bien des cas, le nom intéressant, c'est quand il est donné après, sur la base de ce que la personne a fait. Comme Dominique, par exemple, ça veut dire le maître, Dominusement. Vous êtes un maître, on peut lancer là-dessus. Ça veut dire le serviteur du maître, Dominicos. Oui, enfin bon, ça voit aussi à dimanche, puisque d'ailleurs on est dimanche aujourd'hui. Domenica, oui, en espagnol, en italien. Donc, voilà, donc finalement, le zodiaque,
c'est à la fois, vous dites vous-même, effectivement, c'est ce que les gens connaissent. Mhm. Vous avez raison de dire ça. C'est ce que les gens connaissent, ouais, de l'astrologie. Bon. Ça, c'est un point de vue cynique. Bon, d'accord. Et alors, ils connaissent ça, et vous dites en plus, ah, et en plus, ça permet à l'astrologie de se perpétuer. Alors là, vous poussez le bouchon un peu loin quand même. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse dire une chose pareille. Non, l'astrologie n'a pas eu besoin du zodiaque pour exister, pour se perpétuer. Simplement, c'est un lit. Le zodiaque est responsable du lien entre astrologie et astronomie. Responsable au sens pénal du terme presque. Mhm. Effectivement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est partagé, c'est parce que les astrologues utilisent ce zodiaque qu'ils disent, bah, puisqu'on utilise le zodiaque, pourquoi on n'utiliserait pas les planètes des astronomes? C'est pas une espèce Vous pensez que c'est comme ça, que ça bah, s'est bah oui, passé? comment? Vous pensez que c'est comme ça que ça s'est passé? Parce que Aujourd'hui, oui, on va dire, puisque on a emprunté. Alors, premièrement, aujourd'hui, on ne sait plus très bien, on ne sait plus très bien si il y a des gens qui vont dire que c'est les astronomes qui ont inventé le zodiaque, par exemple. Mhm. Alors que c'est les astronomes qui ont élaboré le zodiaque. Oui. Donc déjà, c'est une première erreur. Et deuxièmement, puisque on a ça en commun avec les astrologues, avec les astronomes, eh bien, ça montre bien qu'il y a un lien très fort entre astronomie et astrologie, et par conséquent, les astronomes sont les prophètes de l'astrologie de demain. Ce sont eux qui découvrent les nouvelles planètes, Oui, etc. ça c'était ma thèse aussi. Mon hypothèse en tout cas. Oui, oui, ben je vous la rapporte. Je vous la Euh, rapporte. mais enfin, il n'y a pas que les signes zodiacaux qui sont communs à l'astrologie et l'astronomie. Les planètes sont Ben, communes c'est ce que je viens aussi. de dire à l'instant. Oui. Oui. Mais par extrapolation, on va dire, puisqu'il y a ça qui est commun, pourquoi pas ça? On en rajoute. Mhm. Voilà. Il y a tous, moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est corruption, à tout ce qui est mimétisme, tout ce qui est imitation, tout ce qui est dérive. C'est un peu ma tasse de thé, voyez-vous. Donc je vois ça partout. Je peux vous montrer, par exemple, je peux vous montrer tel et tel texte des évangiles où on voit qu'il y a un truc qui a été transformé, qui a été trafiqué, etc. Donc je peux vous le dire sur tous les tons. Mhm. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, pour terminer, c'est la différence entre la démarche apologétique et la démarche critique. La démarche apologétique, c'est de dire tout ce que nous avons, alors c'est ce que j'appelle plus exactement le structuralisme apologétique et le structuralisme critique. Le structuralisme apologétique, c'est de dire tout ce que nous est arrivé fait sens. C'est-à-dire un peu la démarche de Patrice Guinard, entre parenthèses, Mhm. et même de Nicolas. Parce que malgré toutes leurs corrections, finalement, ils essaient de dire ah oui, les signes ça sert à ça, les maisons ça sert à ça, le dominion ça sert à ça. Donc il faut que tout fasse sens. On ne jette rien. Mhm. Et la démarche critique, c'est de dire, bon, ça a été rajouté, ça a été extrapolé, ça a été emprunté, etc. Voyez-vous, ce sont deux mentalités, deux méthodologies totalement différentes. Ce que je comprends pas, moi je pense que vous êtes un peu une sorte d'extrémiste, que vous dites, d'accord, vous avez une approche critique, mais jamais vous vous dites, bah peut-être que si c'est resté, il y a une raison, et de garder, de se demander, bon bah faut pas dire que si c'est resté, alors on le garde, mais que si c'est resté, alors il faut l'examiner pour savoir si ce qui est resté est vrai ou Mais pas. c'est ça l'approche critique. Oui. Justement, encore hier, j'ai été interviewé au téléphone par des gens. On a buté sur la question de évolution. Ils disaient, il n'y a pas de corruption, il n'y a que de l'évolution. Mhm. C'est merveilleux. Oui. Donc, tout ce qui est arrivé devait arriver, tout ce qui a abouti à ce qui est abouti, ça devait aboutir. Oui. Alors, évidemment, ça va à l'opposé de ma démarche qui dit, des tas de choses qui sont arrivées sont des erreurs, sont des dérives. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le problème masculin-féminin. Alors, je ne sais pas si on a parlé de ça une fois, mais on voudrait qu'on termine sur ce point, effectivement. Le masculin, il a une approche critique. Prenons un exemple. Prenons par exemple, alors ça c'est un exemple lié je sais que je travaille beaucoup sur la linguistique, parce que pour moi la linguistique est porteuse d'une sagesse et d'un savoir. D'abord, on nous parle du masculin et du féminin, on nous parle du futur et du passé. Il y a tout un savoir dans la langue. Et, euh, par exemple, prenons un adjectif comme grand. Comment ça se dit au féminin grand? Grande. Et quel est le concept qui rapport avec grand et grande? Grandeur. Oui. Ah oui, grandeur.
Donc vous avez un système ternaire, le concept grandeur, grand et grande. D'accord. Prenons notre cas, le concept de force. Quels sont les deux adjectifs qui dérivent de force? Fort et forte. Oui. On ne vous demande pas de faire des choses extraordinaires. Bon. Fort par rapport à force, c'est plus court que force. Grand, c'est plus court que grandeur. Et du coup, Donc le masculin, il enlève des choses. oui. Le féminin, il rajoute des choses. Grande, c'est plus long que grand. Oui. Forte, c'est plus long que fort. Donc, si vous avez une structure psychique féminine, vous allez avoir du problème à enlever quelque chose. Vous voudrez ajouter. Alors, ce qu'on appelle la flèche du Parthe, en langage commun. Alors, moi, je veux bien concevoir les deux approches, mais qu'est-ce qui vous ferait dire que l'approche masculine est la meilleure? Pourquoi? Alors, pour l'instant, je ne suis pas en train de dire qu'elle est la meilleure, je dis que c'est la vôtre. Non, la vôtre. Non, oui, masculine. Non, mais que l'autre est la vôtre. Oui. Oui. Donc je dis qu'effectivement, dans ce débat-là, il y a ces deux approches. Bon, voilà, c'est tout. Alors maintenant, il est un fait que, au niveau, ce qu'on appelle, il y a des mots comme décantation, par exemple, comme élagage, comme séparer le bon grain de l'ivraie, c'est des mots que vous connaissez. Oui. Bon, séparer le bon grain de l'ivraie, ça veut dire qu'il faut enlever des choses. Mhm. Bon, voilà. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé. Oui. Il y a des choses, il faut plutôt enlever qu'à rajouter. La question, c'est sur quel critère? Et l'apologétique, alors je vous dis une autre chose. Qu'est-ce qui est plus facile? De valider ce qui est ou de faire la critique de ce qui est? Est-ce qu'il faut. Non, c'est plus facile de valider ce qui est. Eh ben voilà. qui existe déjà. Eh ben voilà. L'imbécile de service, il n'a qu'à dire c'est très bien comme ça. Oui. Alors que le type, si on lui dit, mais prouvez-moi qu'il n'y a pas eu une correction, qu'il n'y a pas eu une. Là, ça devient un énorme travail. Oui, mais il faut, Donc, faut avoir une méthodologie pour savoir si on fait une critique, que la raison pour laquelle on enlève quelque chose soit la bonne. Alors, le peuple, par exemple. Le peuple. Parce que le peuple, finalement, est féminin, comme dirait l'astrologie. Le peuple, lui, il est dans l'apologétique. Lui, il a, par exemple, la langue. Il n'a pas envie qu'on la corrige, la langue. C'est son capital à lui, c'est son héritage à lui. Donc il ne veut pas que quelqu'un comme ça, un leader, un chercheur, lui dise ça va pas. Donc l'apologétique, c'est une façon de se protéger contre le pouvoir de l'élite. Parce que seule l'élite est capable de corriger les choses. Et quand on est dans l'apologétique, on met à distance l'élite. Donc vous n'avez pas le droit d'intervenir là-dessus. On est comme on est, on a ce qu'on a, et on y tient. Voilà, donc vous raisonnez comme un prolétaire. Qui veut, voilà, on ne veut pas qu'on nous enlève notre stock, notre socle de connaissances, notre savoir qu'on a acquis à 5-6 ans et auquel on tient jusqu'à la fin de notre existence, aussi bien sur le plan religieux, sur le plan linguistique, sur tous les plans. On y tient à ce qu'on nous a donné et vous n'allez pas nous enlever ça au nom de votre approche critique où vous dites « Ah oui, mais il faut séparer, il faut etc. etc. » D'accord, mais on peut avoir une approche critique, mais surtout, si vous voulez appliquer ça à la population, il faut avoir une bonne raison de le faire et d'être en mesure de l'expliquer clairement. Oui, mais ça a toujours été comme ça. L'histoire des sciences, c'est ça. L'histoire des sciences, elle n'a pas cessé de dire qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Par exemple, la révolution copernicienne, bon, par exemple, etc. Ça veut dire que, par exemple, vous faites un procès d'intention, là. Ça veut dire, bien entendu qu'il faut montrer. Mais tous les scientifiques, ils ne font que ça. Ouais. Donc vous êtes anti-scientifique, vous êtes contre la recherche. Mais est-ce que votre approche de dire, par exemple, que le thème natal, à part. Mais je ne suis pas en train de. Là, on est en train de parler de dire. On n'est plus en train de parler de ça, on est en train de parler de manière générale. Oui, mais c'est. Vous me dites, qu'est-ce qui est plus valable? Le fait de l'apologétique ou la critique? Je vous dis, la critique est bien plus. La critique, c'est fait pour les élites, l'apologétique, c'est fait pour les tarés. Bah, finalement, non, je pense que je vais changer d'avis. Je pense que les deux sont autant valables. Il faut pouvoir comparer les deux. Mais non! La critique qui veut élaguer. Le type qui dit c'est très bien comme ça, il n'a pas à se casser la tête, il n'a rien à construire, il n'a rien à prouver, il n'a pas de méthode à trouver, il ne fait que valider le statu quo. Si, puisqu'il y a la critique qui est derrière pour lui dire que, pour le mettre en danger et dire que bah, ce en quoi tu crois, c'est pas Oui, mais valable. quelque part, il va surtout s'accrocher à ce qu'il a appris. Est-ce qu'on lui a dit? Si Est-ce on qu'on le lui a enseigné? Si on le met suffisamment en danger, il va devoir construire une argumentation pour défendre son savoir. Il va simplement, comme dirait Guinard, il va essayer de défendre en montrant que tout a une raison d'être, que tout est bien dans le meilleur des mondes, etc. Voilà,
c'est ça qu'il va faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Guinard, il fait ça. Il nous montre, moi je sais, vous savez, moi je fais de l'astrologie depuis 60 ans, alors oui, alors je vais vous montrer, oui, ah ben oui, il y a une raison pour qu'il y ait des aspects, puis une raison pour qu'il y ait des maisons, puis il y a une raison pour ceci, et tout est bien, et tout a une raison, tout doit servir, tout doit fonctionner. Bon. Et moi je vous ai expliqué qu'en réalité, par exemple, on a pris l'exemple d'une seule planète, du moment qu'elle va changer au cours de son cycle, elle peut englober la totalité des dieux. On n'a pas besoin d'avoir autant de planètes que de dieux, vous êtes d'accord là-dessus? Oui. Bon. Donc c'est un faux problème. Cette diversité n'a aucun sens. Il n'y a pas besoin de... Donc vous voyez bien à quel point l'astronomie peut être un élément tout à fait perturbateur pour l'astrologie. L'astronomie a été le mauvais démon de l'astrologie depuis des siècles. Bon, là, je ne suis pas convaincu. Mais si, elle a engagé les astrologues à multiplier le nombre de facteurs, elle les a engagés dans la psychologie. Alors on en revient à cette question-là. On n'a pas besoin de... Pour faire l'astrologue, le psychologue qui va se... Le problème, c'est que c'est le rapport de l'espace et le temps. Le thème natal, c'est le temps, c'est l'espace. Bon. Alors on va étudier tous les... Alors, vous savez, l'espace est beaucoup plus facile. Par exemple, là, je vous dis, décrivez-moi l'espace. Ben, c'est facile d'écrire l'espace. Le temps. Alors, le temps, attention, hein, le temps, c'est une toute autre paire de manches. Hein. Comment sait-on comment le temps était? Et on ne peut ni même décrire complètement ce qui a été, et encore moins décrire ce qui va se passer. Par contre, ce qu'on voit sous les yeux, oui, ça c'est le spatial. Bon, ben, voilà, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. D'une façon majeure, c'est la paresse intellectuelle. Globalement, des choses qui sont beaucoup plus accessibles à tout le monde. Vous voyez bien, ah ben, tout le monde sera d'accord pour dire que cette lampe est sur cette table. On est tous d'accord là-dessus. Oui. Bon. Mais dès qu'on passe à un autre niveau, l'histoire de d'où vient cette table, d'où vient cette lampe, qu'est-ce qui va en devenir, alors là, il faut laisser ça aux spécialistes, hein, évidemment. Voilà. Alors l'astrologue, c'est quelqu'un qui doit être capable d'introduire du temps dans la psychologie. Et de dire, par exemple, vous, aujourd'hui, alors je dis vous aujourd'hui en disant, je ne sais même pas si vous dépendez de l'astrologie, c'est un problème. Mais il y a des conditions préalables pour... Dire, de toute façon, dans les tous les cas, je veux dire, vous, aujourd'hui, vous êtes dans telle phase, et ce que vous dites aujourd'hui, c'est valable pour maintenant. Donc, si je veux savoir comment vous réagirez, comment vous porterez demain, comment vous portez hier, ben, il faut que j'étudie certains cycles. Bon. Et je n'ai pas besoin d'avoir une pléiade de planètes pour ça. Si je maîtrise un facteur correctement, ça vaut mieux que de l'utiliser 10 facteurs de manière brouillonne. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée que c'est plus simple bon, enfin, je crois qu'on a fait un peu le tour de toute notre discussion, donc je vous remercie. On avait déjà, de toute façon, votre comportement ne surprend pas, j'avais déjà capté ça dans nos précédentes discussions, il n'y a pas de problème. Mais j'espère que ça a servi à quelque chose. Cela dit, pour revenir à votre projet de bibliothèque, la question, c'est effectivement notre projet commun. La question est de savoir à quoi ça sert. À mon avis, ça sert surtout aux historiens. Parce que, là, même si je dis qu'il y a une évolution, j'ai le droit de réfléchir sur pourquoi on en est arrivé là. Oui. Voilà. Donc on n'en sort pas. Même quelqu'un qui dit oui, c'est comme ça, c'est arrivé comme ça, je vais dire mais comment c'est devenu comme ça? Et donc il va retomber dans mon terrain. Il va pas échapper. Il croit qu'il va pouvoir échapper à ça, mais dès que je lui demande d'où ça sort et comment on est arrivé là, ah ben on ne sait plus, on ne sait pas. Pour ça, je pense que ce que je fais a une dimension utilitaire. Si on prend les textes de l'astrologie grecque, la plupart sont perdus. Donc autant trouver des moyens pour sauver l'astrologie française du début du XXe siècle pour que dans 500 ans ou dans 2000 ans, les gens puissent y avoir accès. Mais non, mais ça c'est un raisonnement d'ethnologue. Vous raisonnez comme... Moi je crois que vous raisonnez comme un ethnologue, comme un historien d'une certaine manière, c'est-à-dire que gens qui décrit ce que les gens pensent aujourd'hui, voilà, ethnologue. D'ailleurs c'est pour ça que vous vouliez peut-être regarder mon bouquin, mon DESS sur qui est un DES d'ethnométhodologie, effectivement. Oui, et c'est ce que je reproche à des gens comme Brémorel. Ils font de l'ethnologie. Les gens croient qu'on peut faire de la théologie en étant sociologue et ethnologue.
Il croit qu'on peut étudier le judaïsme en demandant aux juifs aujourd'hui ce qu'ils pensent et comment ils pratiquent. C'est une plaisanterie. Oui, je suis d'accord. C'est pas la pratique actuelle qui va nous dire qui va y épuiser le problème de savoir ce que sont les choses ou ce que sont les Je idées. crois que je lui avais dit une fois que l'astrologie se juge en fonction de ce qui a été écrit sur elle plutôt que en fonction de la pratique actuelle, quoi. Oui, sur ce point, on est d'accord. Effectivement, Brémorel, lui, il triche avec ça. Mais cela dit, vous n'êtes pas tout à fait cohérent parce que, d'une manière générale, vous légitimez la pratique astrologique actuelle. Ben, je veux savoir ce qu'elle a et effectivement savoir qu'est-ce qui peut être légitimé, qu'est-ce qui peut être légitimé et ce qui ne peut Oui, mais pas. malheureusement, alors je vais être méchant, malheureusement, moi c'est ce que je veux faire aussi, mais encore faut-il en avoir les moyens. Mhm. Oui, j'ai bien compris votre position là-dessus. Non, mais je veux dire, bon, et là de ce côté-là, d'ailleurs c'est amusant parce que vous ressemblez beaucoup à Patrice Guinard, Oui, je physiquement. rencontre, je pense. Comment? Faudrait que je rencontre, je pense. Non, non, mais vous avez le même visage, le même type de visage. C'est très curieux d'ailleurs, hein, parce que je connais très bien Guinard depuis je le connais depuis 83, vous savez quand même, 37 ans. Et il a le même regard, il a la même chose. Et effectivement, moi-même, quand j'ai commencé l'astrologie, j'avais aussi cette approche du structuralisme apologétique. Hein. Mhm. C'est-à-dire, ah, ben, il faut essayer de comprendre pourquoi on dit ça. Il faut se comprendre à quoi ça sert. Oui. Alors voilà, les maisons, ça sert à ceci, les planètes, ça sert à cela, etc. Bon. Ben, moi, je dis, il faut en sortir de cette histoire-là. Et donc, voilà, c'est tout. Donc, Qu'est-ce qui vous a fait quitter cet état d'esprit d'ailleurs? comment? Qu'est-ce qui vous a fait quitter cet état d'esprit? Vous savez, une des choses qui m'a le plus frappé, euh, c'est les discussions sur les domiciles des planètes, Mhm. qui ont été une de mes passions depuis 69. Parce que je dis 69 parce que j'ai publié déjà en 69 des choses. Et ça fait quand même 50 ans. Parce que je me suis aperçu que finalement, les astrologues, ils pratiquaient le système sans se poser de questions. Mhm. Et qu'ils n'en avaient rien à faire qu'on modifie ceci ou cela. Alors moi je me suis dit, si le système de missile n'est pas satisfaisant, comment se fait-il qu'on ait des pratiques, que les gens qui le pratiquent soient contents, soient satisfaits? Voilà. C'est un peu ça qui a décroché un petit peu, voyez-vous. Cette espèce de sentiment de dire, mais quoi, alors, de toute façon, eux ils ont appris quelque chose, ils veulent que ça marche à tout prix, et dès qu'on leur dit que ça et ça, d'ailleurs, j'ai une de mes copines, astrologue, qui m'a dit un jour, la théorie n'est là que pour valider la pratique. Mhm. Pas mal comme raisonnement. Ouais. C'est-à-dire que voilà, il y a une pratique, elle est là, de toute façon, elle est là. Maintenant, vous voulez l'expliquer ou pas l'expliquer, ça ne changera rien. Voilà. On va s'arrêter là peut-être. D'accord. Jusqu'à la prochaine. À la prochaine. Ouais.